Depuis la France, nombre de nos concitoyens ont préféré quitter le pays, tel des lâches, à l'instar de messieurs Darius Milhaud, Jules Romain, Claude Lévi-Strauss, André Breton et l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry, tous traîtres à leur patrie. Rodier et Marty Mahé, première victime de la ligne. C'était le 2 octobre 1920. Janton et Bénas, Bergeau et l'Empereur, carbonisés dans leur avion. Érable, Pintado et Gourpe, assassinés par les morts, juste avant mon arrivée sur la ligne, en novembre 1926. J'allais Dieu, éjecté de son breguet dans la tempête. Émile l'écrivain, perdu dans la brume près de Mogador. Négrin, Franville et Prunetta, noyé dans le Rio de la Plata. Barbier, Ham, Gourbert, frappé par la foudre en Amérique du Sud. Riguet, Himmler, Guillemard, Étienne, Ponce, Barrière, Collenot, disparu dans l'Atlantique Sud, à bord du ville de Buenos Aires. Mermoz et tout l'équipage de la Croix du Sud, ce funeste 7 décembre 1936. Jean, toi qui avec 3 feux d'essence nous ouvrais la voie. Henri? Guillaumet? Ah, Henri! Mermoz! Sergent-chef Mermoz! Comment vas-tu, l'ancien? Plutôt pas mal, et toi? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Viens, assieds-toi. Garçon, la même chose. Eh bien alors, bravo. Je viens de lire tes exploits dans les pages aviation. Le sergent-chef Guillaumet, vainqueur inespéré de la course Military Zénith 1925. Ouais, quelle aventure! Je ne croyais plus après tous ces déboires, tu imagines? 5 tentatives entre le mois de mai et le 14 juin. Et autant de moteurs explosés dans la gueule avant d'y arriver le dernier jour de course. Moi qui avais rempli 1 an de plus pour l'emporter à tout prix cette satanée course, je l'aurais eu mauvaise. Eh bien, félicitations, la Guillaume. Et quoi de neuf depuis l'armée alors? Je suis à Toulouse, chez la TECOR, la poste aérienne, monsieur. Et je dois te dire, je suis bien content d'en avoir terminé avec l'armée et ses abrutis de chefs. Même si après la quille, j'en ai bavé pendant un moment. J'ai fait tous les boulots, et j'ai même dormi sous les ponts avec les clochards. Depuis la fin de la guerre, les avions sont rebus, et tous les pilotes frappent à la porte des sociétés d'aviation. Et dire qu'on a gagné la Grande Guerre. Comme tu dis. Bon, et qu'est-ce que tu fais à Paris alors? Visite médicale, le patron l'impose tous les 6 mois. Parole, mais c'est pire que l'armée, la poste aérienne. Tu crois pas si bien dire. Dora, le directeur, est un ancien sous-off. Une vraie peau de vache, celui-là. Le jour de mon embauche, il m'a pris de haut en me disant que j'avais plus une tête d'artiste que d'ouvrier. Et qu'avec mes beaux cheveux, je ferais mieux de faire du cinéma. On n'a pas tout à fait tort. Et que mes 600 heures de vol, mes citations, tous mes vols en Syrie, ça valait rien. À une autre époque, je serais rentré dedans, celui-là. Je te reconnais bien là. Hein. Mais il m'a quand même pris à l'essai aux ateliers. C'était pas facile cet hiver. Mais je me suis fait de bons copains. Notamment Marcel Rennes, un gars d'Aubervilliers. Toujours le premier à faire le pitre, celui-là. Il s'est pris des belles abonnées par le patron. Mais rien à côté de ce qui m'est arrivé le jour de mon examen de vol. Encore? À ce jour-là, j'ai bien failli me faire dégager. Tous les nouveaux se faisaient recaler les uns après les autres. Alors quand c'était mon tour, je lui ai sorti le grand jeu au père Dora. J'ai mis plein gaz, je suis monté en chandelle, je lui ai fait un festival d'acrobatie avant de me poser en glissade, moteur coupé, en plein centre du terrain. J'étais bien content de moi. Sauf qu'à mon arrivée, le dirlo avait déguerpi et les anciens me conseillaient d'aller faire mon baluchon. Du Mermoz tout craché. Il m'a alpagué un peu plus loin en me disant que les gars comme moi, ils y mataient, qu'ils me mettraient au pas, qu'ici on était là pour transporter du courrier, pas pour jouer aux acrobates.
Alors il m'a demandé de repartir du centre du terrain, de décoller lentement, de virer très large jusqu'à 200 mètres et d'atterrir du plus loin possible. Et du boulot d'ouvrier. Toujours à te rebeller contre l'autorité, toi. Je dois tenir ça de ma mère. Bon, et toi, Henri, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu comptes pas rempiler, j'espère? Bien, je ne sais pas. J'hésite encore. Parce que moi aussi, j'en ai soupé des injustices, des brimades de ces juteux de la discipline. Mais c'est peut-être encore la meilleure option pour continuer à piloter. Parce que moi aussi, je peux plus me passer de voler. Eh bien, rejoins-nous chez la TCOR. Henri, on a besoin de gens comme toi. Et je dois te dire, depuis que j'y suis, je ne fais plus que voler. En ce moment, c'est la liaison Barcelone-Malaga. Tu sais quoi? J'ai même plus de temps pour les filles. Non, je te crois pas là. Enfin, moins. Et bientôt sera la ligne d'Afrique, jusqu'à Dakar. Tu verras comme c'est fabuleux, Henri. Passer Gibraltar au crépuscule, voir le soleil se coucher sur l'océan et voler au-dessus du désert. Même pendant mes missions en Syrie, j'avais jamais vu ça. Ça donne envie, ouais. Et il n'y a pas trop de casse? Si. Déjà une dizaine de pilotes ad patres, comme ils disent en Espagne. Mais il en faut plus pour m'impressionner. Et d'ailleurs, en Afrique, ça rigole pas non plus. Tu vois mon copain, Marcel Rennes. Il y a quelques mois, il a dû se poser dans le désert, moteur en feu. Il y a une tribu mort lui est tombée dessus, ils l'ont gardé captif pendant 1 semaine. Oui, mais toi t'as déjà goûté à ça, non? Pendant ta campagne en Syrie. La marche forcée dans le désert, oui. Jamais la captivité. Mais c'est ça l'aventure, alors quitte l'armée et rejoins-nous, Henri. Pourquoi pas? Allez, pour fêter ça, je t'emmène faire la tournée des Grands-Ducs. Mon ami, direction les poules de Montparnasse. C'est nous les fiers aviateurs, les cheveux dans le vent, la queue en l'air, toujours prêts à faire feu, prêts à faire feu. Depuis ce jour, j'ai toujours fait mon possible pour ne pas décevoir mon ami. Entrez. Bonjour monsieur. Vous avez 1 heure de retard. Veuillez m'excuser, c'était dû au tramway qui avait un problème. Inutile de vous chercher d'excuses. Sachez que j'apprécie et que j'exige la ponctualité. Comme convenu, voici mon livret de vol, monsieur le directeur. Je vois que comme toutes les nouvelles recrues, vous aussi avez très peu d'heures de vol à votre actif. Et un accident au Bourget. Il y a eu une perte de vitesse due à une panne moteur, monsieur le directeur, c'était malheureusement inévitable. Si vous le dites. C'était dû aux pistons qui sont brisés. J'ai pris connaissance de votre lettre de recommandation. Très élogieuse, j'en conviens. Il m'en faudra plus. J'ai l'habitude de choisir moi-même mes ouvriers. Alors n'attendez de moi aucune faveur due à votre rang ou filiation. Je n'en attendais pas moins, monsieur le directeur. Sachez qu'ici, il ne s'agit pas de petites missions militaires ou de baptême de l'air au-dessus du Bourget. Depuis la création de la ligne, en 1919, par M. Latécoère, la compagnie a engagé 126 pilotes. 55 l'ont déjà quitté et 14 y ont perdu la vie, morts ou disparus. Nous avons besoin de pilotes qui soient prêts à mourir sans gloire pour transporter du courrier. Y êtes-vous disposé? Oui, monsieur le directeur. Mais quand pourrais-je commencer à voler? Chaque chose en son temps. Ici, un bon pilote se doit d'abord d'être un bon mécanicien. Votre vie en dépendra peut-être un jour. Alors vous commencerez par un stage dans nos ateliers de mécanique, et si vous donnez satisfaction, alors vous piloterez. Et par tous les temps. Merci, monsieur le directeur. Soyez assuré que je m'appliquerai. Vous êtes engagé à titre provisoire en tant que mécanicien et vous logerez avec les autres pilotes à l'hôtel des Trois Balcons. Vous commencerez demain. Le chef d'atelier vous donnera un bleu de travail.
Et tâchez d'être à l'heure, monsieur de Saint-Exupéry. Jaladieu? Oui? Quelle nouvelle de Julie? Mermoz, contactez les autorités espagnoles. Que le colonel de la Peña rassemble la rançon. Il faut les libérer coûte que coûte, quel qu'en soit le prix. Après 3 jours de captivité, on me jeta aux pieds de 2 Arabes voilés. Ils me parurent d'une dignité admirable, et je sentais que mon destin ne dépendait plus du hasard, des mots et des gestes, mais d'un jugement réfléchi. J'éprouvais l'étrange sécurité à penser que, derrière ces visages voilés, j'étais peut-être déjà condamné ou absous, mais que rien d'absurde ni d'incohérent n'entamerait leur décision. Sentiment de dépendre enfin d'une pensée d'homme, et non d'un réflexe de bête. Et quelle que dût être leur décision, je subis curieusement, pour la première fois de ma vie, sous une pauvre tente en plein Sahara, et parmi les pillards, la majesté de la justice. Oui, les volets de radiateurs sont bloqués depuis Barcelone. Et redonnez les commandes. Alors, comment s'est passé votre vol? Ça n'a pas été trop difficile? Si, justement. Perdu dans le brouillard ce matin, de la pluie sur toute l'Espagne et pour finir, un orage sur les Pyrénées. Je n'arrive même plus à déplier mes doigts à cause du froid. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'attend du Montier. Hier, il a repoussé le chemin parce que la visibilité était nulle, d'oreilles d'une couleur folle. En plus, il paraît que le train qui achemine le courrier depuis Paris a du retard. C'est le patron qui va être content, vu qu'à cheval sur les horaires. J'ai déjà eu l'occasion de le constater, oui. Il a la dent dure. C'est vrai qu'il est sévère, mais il est toujours juste. Pour lui, la ligne, c'est l'abnégation, le dévouement et la ténacité. Et ça marche plutôt bien, tu sais. Depuis la création de la ligne, les pilotes ont déjà transporté plus de 22 millions de lettres, sur plus de 11 millions de kilomètres. Et tout ça sur ces antiques Breguet de la guerre. Je connais bien cet avion. J'en ai déjà piloté. Quand j'étais au 37e régiment d'aviation à Rabat. Alors tu dois connaître leur piètre performance, hein. Ils ont un réel avantage. Une mécanique très rudimentaire qui leur permet d'être réparés avec une simple clé à molette. Alors écoute bien les conseils des anciens ateliers. Ça te servira un jour. Je n'en manque pas une miette. Et j'apprécie beaucoup cette ambiance de franche camaraderie entre les mécaniciens et les pilotes. Tu verras, d'ici quelques semaines, les avaries de pompe à huile, les pistons grippés et la célèbre salade de bielle n'auront plus aucun secret pour toi. J'ai tellement hâte de voler. J'envie ceux qui partent, comme vous, vers les contrées lointaines, vers le soleil brûlant de l'Afrique. En ce moment, c'est plutôt de la neige sur le Haut-Atlas et des orages sur l'Espagne. Rien qu'à vous écouter, j'imagine le ciel comme un monde fabuleux, semé de pièges, de trappes et de falaises abruptes. Je vois des dragons noirs qui défendent l'entrée des vallées, des gerbes d'éclairs bleus qui couronnent les crêtes. Et le ciel étoilé qui se dégage et qui s'offre à l'horizon. Prends ton mal en patience, nous sommes tous passés par là. En attendant, ici tu entres en religion, celle du courrier. N'oublie pas que pour Dora, une simple lettre a plus de valeur qu'un pilote et son avion. Un retard injustifié ou une hésitation à décoller et c'est la porte. Le courrier doit toujours passer. Ce n'est pas facile à expliquer, mais c'est un peu comme ça que je conçois l'aviation. J'aime assez l'idée qu'on ne nous demande pas si ça nous plaît ou non de décoller. Je m'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Henri Guillaumet, ravi de travailler avec vous. On sent que vous aimez l'aviation. Et vous avez ça dans le sang.
lâche, ma vieille. Tu dors depuis 2 jours. Toi, t'auras mérité ton congé sanitaire. Tu prépares tes affaires, tu embarques demain avec Rigel, qui remonte le courrier de Dakar pour Casa, et de là-bas, Negrin te rapatriera à Toulouse. Fichu mal de crâne. Comment est-ce arrivé? À Agadir, j'ai embarqué à Taf comme interprète. La brume s'est levée après l'Ouedraha et j'ai perdu de vue l'avion de ville. J'ai navigué pendant des heures à la boussole. Et d'un coup, pas, rupture de distribution. Salade de bielle, comme d'habitude. Je me suis posé sur une plage. On n'y voyait pas à 30 mètres. Alors on a décidé d'y passer la nuit. Mais le lendemain, c'était pire. Un vent de sable a décorné les bœufs. On a marché plein sud. Et au bout d'un moment, on s'est bien rendu compte qu'on allait dans la mauvaise direction. Alors on a fait demi-tour. 60 km pour rien. On est arrivé à l'avion à la nuit. Mais on n'avait plus d'eau. Alors j'ai dégommé le bouchon du radiateur et j'ai rempli nos gourdes avec. Non, la vache, t'as pas fait ça. Ça doit te brûler le tuyau. Le lendemain, on est reparti vers le nord. On n'en pouvait plus de ce sable dans la figure, de cette eau qui nous empoisonnait. Je me suis dit qu'à ce prix-là, valait mieux qu'on tombe aux mains des morts. Alors on a marché à découvert. Là, ces salauds nous sont tombés dessus. Ils nous ont bien bousculés, on s'est retrouvés à dos de chameau. Et ils t'ont pas trop cogné? Parce que moi, je me souviens, j'avais sacrément dégusté. Et elle, à la mique, mon interprète, avait même pris un vilain coup de surin dans les côtes. Ils nous ont trimballés comme ça pendant 3 jours. On nous donnait un peu de lait caillé et quelques dattes pour survivre. Et le soir, au bivouac, ces salauds nous attachaient dehors. Salopard de chien, mais c'est toujours la même histoire. Je crevais de froid. Le pire, tu vois, c'était d'entendre les copains qui nous cherchaient. Et là, valait mieux pas que je bouge. Et parfois, d'un coup, le camp s'agitait dans tous les sens et on décarpissait à dos de chameau. Tout ça à cause d'une tribu ennemie qui rôdait dans le secteur. Et à chaque fois, je me disais que ma dernière heure allait sonner. C'est ce que j'ai toujours mentionné dans mes rapports. Le plus grand danger pour les pilotes captifs, c'est d'être zigouillés par ces cochons de peau de vache là. Parce que plutôt que de laisser la rançon tomber dans les mains d'une tribu ennemie, ils préféraient nous fusiller sur place. Et puis, après 3 jours, ces chiens m'ont jeté dans la tente, où les Espagnols m'ont récupéré. Et après, rideau. 1000 pesetas. C'est vraiment pas cher pour la vie d'un homme. Vous pour l'Espagne demain avec 113 kg de poste et 54 kg. Et n'oubliez pas, vous êtes un ouvrier. Pas de fantaisie, pas d'exploit héroïque. Nous transportons le courrier à un endroit précis, à une heure précise. Le public doit toujours venir à votre nom. S'il vous parle dans le journal, le jour où vous serez assez maladroit pour vous tuer. Je peux? Ah, Henri, entre! J'ai appris la nouvelle, tu vas être content? Oui, demain c'est le grand jour. Je décolle enfin avec le courrier pour l'Espagne. Alors, arrangons ça. Mais j'appréhende un peu quand même. Tu es pilote, oui ou non? Et un pilote ne doit jamais renoncer, ni même douter, Antoine. En fait, quand tu voleras dans des conditions difficiles, pense à tous ceux qui sont passés avant toi. Et dis-toi que s'ils ont réussi, tu peux y arriver aussi. Je n'ai pas ton expérience, Henri. Tu as déjà fait des vols sèches qu'à Perpignan, donc tu connais ce secteur. Le canal du Midi, l'écluse d'Argin, c'est son champ de moutarde sauvage. Puis l'étang de Leucate, la forteresse de Sals. C'est ensuite que ça se corse, Antoine. Au passage du col du Pertus. Ça risque de secouer un peu. Et si le temps se gâte, engage-toi de cette petite vallée et vole très bas jusqu'à la route. C'est l'affaire de 10 minutes. Ensuite, tu n'as plus qu'à la suivre jusqu'à Barcelone. Là, évite la ville par l'ouest. Ça te permettra d'arriver face au vent, sur le terre là, ici. Ensuite, jusqu'à Valence, je te conseille de longer la côte. C'est le meilleur des repères. Et en cas de pépin, tu pourras toujours te poser sur une plage, ici, et là, dans le delta de l'Èbre. Attention flamant rose. Et ici aussi, à Peñíscola. La plage fait au moins 8 km, mais méfie-toi des barques de pêcheurs. Et au pire des cas, tu atterris dans un rio asséché. De chaque point du sol se dégageait un secret vivant. Le pays inconnu ne livrait plus de chiffres morts, non. Mais de vrais champs avec leurs fleurs, et de vraies plages avec leur sable. Où vers le soir, il faut éviter les barques des pêcheurs. Ici, avant d'arriver à Alicante, tu verras. Il y a une ferme avec un immense domaine, juste à côté du chemin de fer. Mais tu peux t'y poser aussi, les paysans nous ont déjà aidés, ils sont gentils.
Quelle étrange leçon de géographie je reçus ce jour-là. Guillemet ne m'enseignait pas l'Espagne. Non. Il me faisait de l'Espagne une amie. Il ne me parlait pas d'hydrographie, de population ou de cheptel. Il ne me parlait pas de Lorca, non, mais d'une ferme près de Lorca. D'une ferme vivante et de son fermier et de sa fermière. Et ce couple prenait, perdu dans l'espace, à 1500 km de nous, une importance démesurée. Bien installés sur le versant de leur montagne, pareils à des gardiens de phare, ils étaient prêts, sous leurs étoiles, à porter secours à des hommes. À partir d'ici, tu vas survoler la Sierra, et tu verras, le paysage devient beaucoup plus aride. Mais tu trouveras toujours un champ pour te poser ici, là, juste à côté d'un énorme plateau rocheux. Mais fais très attention aux arbres en bordure du champ. Il ne me parlait pas de Gadix, non, mais de 3 orangers, qui près de Gadix bordent un champ. À cet endroit, il y a une rivière qui s'arpente. Tu peux la suivre, mais attention, en cas de panne, le sol est très marécageux. Nous tirions ainsi de l'oubli des détails ignorés de tous les géographes. Car l'Èbre seul, qui abreuve de grandes villes, intéresse les géographes. Mais non ce ruisseau, caché sous les herbes à l'ouest de Motril. Ce père nourricier d'une 30aine de fleurs. Et méfie-toi du ruisseau, il gâte le champ. Note-le aussi, hein, c'est un vrai piège. Ah, je m'en souviendrai du serpent de Motril. Il n'avait l'air de rien. C'est à peine si de son léger murmure il en chantait quelques grenouilles. Il ne dormait que d'un œil. Tapis sous les herbes, dans le paradis du champ de secours, il me guettait à 2000 km de nous, prêt à me changer en boule de feu. Et fais attention, si tu te poses trop long, tu risques de te planter dedans et de faire capoter l'avion. Je les attendais de pied ferme aussi, ces 30 moutons de combat disposés à flanc de colline prêts à charger. Ici, il y a un immense champ, magnifique. Tu le crois désert, tu te poses, tu répares et flan. D'un coup, tu as 30 moutons qui dévalent sous tes roues et qui t'empêchent de redécoller. Et peu à peu, l'Espagne de ma carte devenait, sous ma lampe, un pays de contes de fées. Je balisais les pièges et les refuges. Je balisais ces 30 moutons, ce ruisseau, ce fermier. Je portais à sa place exacte cette bergère qu'avaient négligée les géographes. Et en arrivant sur Malaga, fais bien gaffe au terrain, il est sacrément traître. Il y a ces 3 foutues éoliennes en plein dans l'alignement et beaucoup de vents tourbillonnants qui remontent de Gibraltar. Dans ces conditions, conserver la pleine puissance moteur tout en contrôlant la dérive de l'avion avec le palonnier. Et surtout Antoine, respecte bien les consignes. Ne prends aucun risque inutile au-dessus de la mer et de la montagne. Vole toujours à vue et ne laisse jamais les nuages s'enfermer sur toi. Je serai prudent, oui. Tu verras, c'est très joli de naviguer à la boussole, au-dessus des mers de nuages, sous le soleil d'Espagne. Mais attention, si ton moteur tombe en carafe, il ne faut jamais aborder le sol en aveugle. Guillemet répandait la confiance comme une lampe répand la lumière. Et n'oublie pas Antoine, au-dessus des nuages, c'est l'éternité. Ma chère petite maman, depuis mon retour, je n'ai guère de temps entre mes vols. Je ne ressens plus aucune douleur et tu remercieras bien fort le docteur de l'étang. J'ai bien reçu tes lettres et ton colis. Merci, mais des chaussettes neuves n'étaient pas nécessaires. Celles reprisées auraient suffi. Je te les rembourserai. Car avec les vols d'Afrique, la compagnie nous donne 1000 francs de plus, ce qui me fait 3000 francs. Dans un prochain courrier, pourrais-tu m'envoyer du vieux linge pour travailler aux ateliers? Le mois prochain, je m'achèterai un complet de sport neuf. J'utiliserai l'ancien pour les vols, et avec mon gilet, mon costume bleu foncé sera encore bien pour les sorties. Cette année encore, je ne passerai pas les fêtes avec toi, ma petite maman chérie. Je me console comme je peux,
en transportant des vœux aux gens avec mon avion. J'attends avec impatience le moment où je pourrai te serrer contre moi tendrement. Embrasse également grand-père et grand-mère, ton Jean qui t'aime fort. Salut la compagnie. Salut Henri, pas trop de crasse? Bof, vent de face depuis loin de Noun. Les volets de radiateur étaient bloqués, mais on a l'habitude. Jean, voilà Antoine de Saint-Exupéry. Il vient remplacer Jaladieu ici en tant que chef d'aéroplace. Bonjour Monsieur Mermoz, comment allez-vous depuis votre captivité? Bien mieux, merci. Vous avez dû vous croiser sur la ligne. Antoine faisait le courrier sur l'Espagne depuis février. Antoine de Saint-Exupéry, oui, j'ai entendu parler de vous. Pas autant que moi de vous. Si on commence à écouter tout ce que les gens racontent. En attendant, bienvenue à Cap Juby. Merci. Ah, bande de vaches. Ah. Voilà Jean, qu'est-ce que Comment vas-tu? Ton congé sanitaire? Ça va bonhomme, c'est du passé. J'en ai bavé, mais c'est du passé. Pire que mes crises de palu à mon retour de Syrie. J'avais des maux d'estomac et de la fièvre à cause de l'eau du radiateur et une sinusite virulente à cause du sable. J'ai bien failli passer, ils ont cru un abcès au cerveau. T'as pas de risque de ce côté-là. Ils m'ont nettoyé les tympans, mais je pouvais encore devenir sourd. Et alors fini l'aviation. Mais bon, j'ai bien suivi le traitement et les visites médicales, tout allait bien. Et croyez-le ou non, une semaine après mon retour, nouvelle panne dans le désert. Ville a juste eu le temps de se poser pour charger le courrier et me reprendre, sonné d'une bande de salopards qui arrivaient déjà. T'as bien failli repasser à la casserole, hein, mon zigoto? Désormais, je fais du rap de vie, les amis. Bon, Antonio, que je te fasse faire le tour du propriétaire quand même. Eh messieurs, après les dieux du Bourdieu et Jaladieu, la compagnie nous envoie un saint comme chef d'escale. Tonio, Cap Julie, royaume du désert et du vent. Rien à la ronde. Le premier bistrot est à plus de 1000 km. Alors je te conseille de ne pas oublier tes 6 biches. Ici, salle commune, qui te fera office de bureau. Quand Jeannot aura fini d'écrire à sa maman chérie. Mais toi, tu te regardes. Et par ici, monsieur le comte, le logement du chef, avec une paillasse pour dormir, pour vos ablutions, un bac en terre cuit et son broc du même métal. Et pour les commodités d'usage, vous allez me dire, vous avez le choix entre les latrines du fortin espagnol et ses légionnaires en goguette, les dunes du désert, ou ces pots de vache qui sont prêts à vous couper la zigounette en main de deux, ou sinon, le seau enfin. Oh Jean, t'aurais pu le vider quand même. Et il est toujours comme ça? Oui. Même pire. Et dehors, atelier de mécanique, magasin de pièces détachées. Tout ça avec vue imprenable sur un fortin du XVIIe siècle. On te présentera demain au colonel de la Peña. C'est lui qui commande la garnison espagnole. Un bataillon disciplinaire composé de fortes têtes, ce n'est pas avec eux que tu parleras de poésie. Ne sait-on jamais. Tiens, Jean, paye-moi. J'oubliais notre dernière nouveauté technologique. Primée au concours Lépine, la poignée anti-intrusion. Reliée via un câblage électrifié à un générateur qui envoie à toute personne qui essaye de s'introduire une décharge de... Reine a raison, méfie-toi des voisins, c'est du sérieux. Les bédouins qui vont autour ne sont pas tous des enfants de cœur. Et si tu t'éloignes à plus de 50 mètres, tu pourrais bien être mort avant même de te rendre compte. Quick. Le vrai margoulin, je te le dis. Bon, combien donne-t-on à l'artiste en général? Des claques. Aïe. Salam alaikum, ça dit Guillaume.
Alors c'est vrai ce qu'il s'est dit Antoine? Que tu apprends à parler l'arabe avec le marabout du campement et que tu emmènes des chefs touaregs au-dessus du désert? Avec cette tenue, tu es devenu un véritable berbère maintenant, non? Et en plus, c'est vraiment l'habit adapté pour ces latitudes. Tu devrais essayer, Henri. Je ne suis pas certain que ce soit l'idéal pour piloter. Tu sais comment les enfants m'appellent ici? Malik Al-Touyour, le prince des oiseaux. Le prince des oiseaux. Oui, parce que je commande notre avion. Tu vois, Henri, je pense que le meilleur moyen de nous faire accepter par les tribus hostiles et de négocier la libération de nos pilotes, c'est d'apprendre la langue et les coutumes des tribus. C'est en leur témoignant plus de respect et d'attention qu'on fera avancer les choses ici. Tu as peut-être raison, Antoine. Oui. Les morts ont toujours été les ennemis des chrétiens. Mais c'est vraiment le peuple le plus pur que j'ai jamais rencontré. Les Erguibins ont tout de même assassiné Gourp et rappelé Pintado l'année dernière. Oui, mais on ne peut pas juger une communauté d'hommes à quelques brebis galeuses, Henri. Lettre d'avertissement pour indiscipline. Marcel, il fait encore des siennes. Veuillez informer M. Pivot et M. Rennes qu'à la prochaine infraction, une mise à pied de 4 mois leur sera infligée. Ces dispositions sont prises contre ces pilotes en raison de réclamations justifiées au sujet de vols effectués à une altitude de 0,50 m à 1 m. Attendez la suite, ça vaut son pesant d'or. Là. À un autre point de vue, nous apprenons les frasques de ces 2 pilotes. En poursuivant une vie mouvementée du coucher du soleil au lever, leurs excès nocturnes sont généralement suivis d'excentricités matinales, au cours desquelles on peut voir circuler dans les rues de Casablanca 4 pur sang, loués à prix d'or, montés par Rennes et Pivot et 2 Amazones dont nous évitons de vous entretenir. Heureusement que le père Dora l'aime bien quand même. Mais il va falloir qu'il apprenne à calmer ses ardeurs. En parlant de grandes nouvelles, tu as appris? Le vieux Lachique s'est décidé à vendre la ligne. On a un nouveau taulier, un riche industriel émigré au Brésil, et les lignes de la découverte deviennent la Compagnie Générale Aéropostale. Les gens embarquent début novembre pour rejoindre les équipes de Vacher et Roig à Rio de Janeiro. Quel dommage. Nos longues soirées passées à discuter ensemble vont beaucoup me manquer. T'en fais pas pour ça. Tu peux te dire que dès qu'il aura besoin de pilotes là-bas, il nous appellera pour qu'on le rejoigne. Et en attendant, tu pourras toujours me lire tes écrits. Voyez, le petit point lumineux qu'on s'y accueille. Ici, au Bourget, des milliers de gens affluent ce soir pour assister à l'exploit de Charles Lindbergh. Le Spirit of Smoke, tout a monté vient de se poser. La foule l'entoure. Le fou volant Charles Lindbergh a réussi la première traversée de l'Atlantique. Ce jour, 21 mai 1927, l'Amérique n'est plus une île. Monsieur Mermoz, Julien Prandville, je suis le chef d'exploitation ici pour le réseau d'Amérique du Sud. Bienvenue à Rio. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, merci. Mais 20 jours de bateau, c'est un peu long. Je commence à avoir le mal de mer. Vous inquiétez pas, j'ai déjà organisé le déchargement de votre Laté 26 sur le terrain de Pitambou à Natal. Merci. J'ai vraiment hâte de découvrir ces nouveaux horizons vus du ciel. Vous rencontrerez bientôt notre président, M. Bouillot-Lafont. Il a entrepris de donner à la ligne, de ce côté-ci de l'Atlantique, toute l'impulsion et l'envergure qu'elle mérite. Pour ça, nous disposons du capital nécessaire. Il nous reste encore beaucoup à faire. Montrez-moi ça. Voilà. Le futur réseau de la ligne s'étend de Natal, au nord du Brésil, jusqu'à Buenos Aires. 4000 km de ligne. Pour le moment, les équipes de Vacher et Roig ont considérablement défriché le premier tronçon jusqu'à Rio de Janeiro. Il nous reste à développer l'autre moitié. Et avec votre expérience, vous êtes le seul pilote qui soit en mesure de nous dire ce dont nous avons exactement besoin pour établir une ligne régulière pour le courrier. Merci. Il faudra installer des infrastructures tout au long des côtes, avec des aérodromes, tous les 400 km environ. C'est Florianopolis, Porto Alegre, Pelotas. Ainsi que des terrains de secours, ici, à Iguapé, et Mbituba, là, et là, à Rocha. Ah, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir un quadrillage de 100 km de côté. Ça nous permettra de repérer les avions en panne. Parfait. Sachez que vous aurez aussi en charge toute l'administration et l'organisation de ces terrains, en plus d'effectuer vos vols de reconnaissance et de recruter le personnel, pilotes, radio, mécaniciens. Et nous aurons aussi en charge, ensemble, à négocier des contrats avec le gouvernement argentin. Et tout ça dans les plus brefs délais.
Vous pouvez compter sur moi. Le travail ne me fait pas peur. N'oubliez pas tout ce qui est en jeu ici. Le prestige de la France. Tout ce que donne notre aviation pour en retirer. Surtout qu'ici, nous avons une très forte concurrence de la part de l'Allemagne et des Américains. Alors dès demain, je vous emmène direction Buenos Aires. On fera le point sur les installations à mettre en place. Volontiers. L'unique terrain disponible là-bas est celui de Palomar. C'est une piste militaire. Et je vous garantis, les hommes sont très sceptiques quant à la réussite de notre projet. N'ayez crainte. Le courrier passera rapidement sur ce tronçon. Chaque semaine, à l'aller comme au retour. De Toulouse pour Escale. Courrier France-Amérique du Sud a quitté Toulouse à 5h45. Stop. Ce matin-là, le monde commençait pour nous à s'émouvoir. L'opérateur de TSF nous remit un télégramme. 2 pylônes plantés dans le sable nous reliaient une fois par semaine à ce monde. Le pilote s'habille, chandail, foulard, combinaison de cuir, casque et lunettes. Son corps endormi pèse. On l'interpelle. Allons, pressons! Il se hisse lourd et maladroit dans le poste de pilotage. Le courrier s'enfonce dans le ventre de l'avion. 39 sacs. Henri, tu vois ce que t'en penses? Un ciel pur comme de l'eau baignait les étoiles et les révélait. Puis c'était la nuit. Le Sahara se dépliait dune par dune sous la lune. Sous nos pas alourdis, c'était le luxe d'un sable épais. Et nous marchions nu-tête, libérés du poids du soleil. J'aime beaucoup. C'est vraiment dommage que Jean ne soit plus là pour partager ses poèmes avec toi. Mais toi, tu n'écris jamais, Henri? Je préfère voler Antoine. Jacques Berny s'est préparé pour le lendemain comme pour un voyage. Il s'est embarqué pour le jour suivant comme pour une Amérique. Tant de choses inachevées l'attachaient encore à lui-même. Et tout à coup, il était libre. Eh bien, félicitations, monsieur Mermoz. La ligne est quasiment opérationnelle. Natal. Buenos Aires est dans les délais impartis. L'idéal serait de porter le courrier en un jour. Il faudrait le porter en un jour, vous réalisez? Lettre écrite le matin à Rio serait lue dès le lendemain à Buenos Aires. Même en imaginant le fonctionnement impeccable des moteurs et en réduisant au maximum le temps des escales, c'est impossible. Il faudra voler de nuit. Vous n'y pensez pas? Sur une ligne commerciale régulière, c'est inenvisageable. J'ai déjà volé de nuit à Nancy et à Toulouse, alors pourquoi pas ici en Amérique? Parce qu'ici, les conditions sont beaucoup plus difficiles. Le parcours s'étend le long d'une côte déserte, bordée de forêts denses. Il n'y a pas encore de TSF dans nos appareils. Aucune indication ne pourra être donnée aux pilotes. Et en plus, aucun de nos terrains ne dispose d'un balisage pour les vols de nuit. Il suffira d'y installer des feux d'essence, disposés en triangle, ça m'indiquera le sens du vent. Par temps clair, nuit dégagée, oui, vous pourrez suivre l'écume des vagues. Mais dans la pluie, le brouillard, les orages, et Dieu sait qu'ici il y en a. Non, n'y pensez plus, déjà que les Allemands et les Américains ne nous prennent pas au sérieux, ils vont crier au suicide. Pensez donc, ils disaient déjà la même chose des vols de jour. Et avez-vous pensé aux autres pilotes? Vous êtes libre de vouloir vous tuer, hein. Mais eux ne voudront pas forcément prendre le risque. On ne forcera personne, et ceux qui refuseront sont exemptés. Vous savez très bien qu'ils vous suivront. Alors la cause est entendue. Bien.
Voilà le morceau de bravoure qui nous occupe à présent. Quand comptez-vous vous y attaquer? Pas avant la fin de l'hiver austral. Dans un premier temps, par mesure de sécurité, on suivra la ligne du Transandin. Puis ensuite, on verra si on peut céder des vents ascendants et étudier un itinéraire plus court. À ce sujet, l'hypothèse 25 seront bientôt opérationnelle. Ils ont un plafond plus important que nos actuels latés 25 et 17. Qui est cet ouvrier là-bas? Alexandre Colno, un garçon qui nous vient de l'Isère. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi consciencieux. Oui, un excellent mécanicien. Et un garçon très humble et très poli, jamais une plainte, jamais un mot plus haut que l'autre. C'est quelqu'un comme lui qu'il me faut. Désormais, j'aurai besoin d'un mécanicien à bord pendant mes vols. Un gars qui connaisse nos avions sur le bout des doigts. Bon. Reprenons. La Cordillère des Andes. Le courrier Mendoza-Santiago du Chili devrait être opérationnel avant l'été 1929. J'avais volé loin au-dessus du désert. Je me posais sur ce long plateau rocheux. J'étais sans aucun doute le premier homme à y poser le pied. Je l'arpentais de long, en large. Et il découvrit posé là un énorme galet. C'était le seul caillou sur cette surface lisse étendue entre le ciel et la terre. N'étant pas venu de la terre, il était forcément tombé du ciel. Comment avez-vous réussi ça? Ici, personne ne croyait plus à votre retour. Et à Santiago, les gens n'ont cru à votre exploit qu'une fois que l'équipe de montagnards soit allée dans la montagne récupérer le matériel que vous aviez abandonné. C'est grâce à Colno que nous en sommes sortis. Cet homme est un vrai génie de la mécanique. On a réussi à réparer la béquille et redresser le train d'atterrissage comme on pouvait. Mais après 2 nuits passées là-haut sans manger, le pauvre Colno devait se reposer sans cesse à cause du vertige et du mal des montagnes. Et le moteur n'avait pas trop souffert. On a réussi à le faire repartir. Mais il fallait monter l'appareil tout en haut du plateau. Donc on a vidé de ce qui n'était pas nécessaire. Des banquettes, la radio, des réservoirs de secours, même des instruments de bord. Ça nous a pris plus de 3 heures pour le remonter, même avec l'aide du moteur. Et une fois arrivé là-haut, l'autre pissait de partout sous le capot moteur. Le circuit de refroidissement avait gelé sous la pression, les durites, et un radiateur avait éclaté. Je regardais Colno et je me disais que je ne pouvais pas le laisser ici. Il y a une famille. Que moi j'y reste encore. Mais pas lui. Mais comment avez-vous réparé alors? Il a eu l'idée de découper des lanières dans nos vestes en cuir. Il a colmaté les fuites avec. Ça nous a encore pris la demi-journée. Puis ensuite on a fait un feu d'essence sous le moteur pour éviter que ça regèle. Sauf que, lorsque j'ai lancé l'avion dans la pente, les réparations ont cédé. Il fallait juste que le moteur tienne la distance du décollage, parce que j'avais repéré 2 autres plateaux en contrebas pour reprendre de l'élan. Attendez, vous avez pas fait ça? Colno avait bien cru sa dernière heure arrivée. Il était recroquevillé en attendant le pire. Alors que moi je pensais à une chose, c'est ce train d'atterrissage qui pouvait plier à tout moment. J'ai lancé l'avion dans le vide, et j'ai réussi à le faire rebondir 2 fois, sans rien casser, juste avant que le moteur tombe en carafe. Mais alors, il suffisait de se laisser planer dans la vallée, et de nous poser à Copiapo. Ce petit poste au clair de lune. Un port aux eaux tranquilles. Tout ce jeu d'étoiles pour navigateur.
Les boussoles de nos 3 avions tiraient sagement vers le nord. Et cependant, où es-tu, Jacques Berny? Quelle présence déjà légère. Autour de moi, ce Sahara si peu chargé. Allez Antoine, le taxi de monsieur est avancé. Jean et l'Amérique du Sud nous attendent. Et ce serait dommage de rater notre embarquement à Bordeaux. Allez! De Saint-Louis du Sénégal pour Toulouse. Courrier retrouvé à l'est de Timéris. Stop. Pilote tué, avion brisé, courrier intact. Stop. Continue sur Dakar. Bon, messieurs, Étienne et Régnier assureront la liaison sur le premier tronçon. Ah. De Natal à Rio. Toi, Marcel, avec Delay, l'Argentine et ses pampas désertiques, au départ de Buenos Aires. Vous, Syntex, au vu de votre talent de diplomate, Monsieur Bouillou-Lafont a décidé de vous confier la responsabilité de la filière Aeroposta Argentina, avec pour mission de développer la ligne vers la Patagonie. Tiens, en fait, tu sais que cet animal a quand même failli louper son embarquement à Bordeaux, hein. Tout ça parce que ce joli cœur qu'on te fleurette à une demoiselle. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez plus de chances de trouver une femme ici qu'en plein milieu du désert. Et pour un poète tel que vous, je vous garantis que les décors et les vents de la Terre de Feu valent le détour. Là-bas, on l'appelle le pays des pierres qui volent. Voilà qui fera déjà un très joli titre. Tu as lu le livre d'Antoine, Courrier Sud? Oui. Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est un beau livre sur l'impossibilité d'aimer. Oui. Oui, en quelque sorte. Je suis vraiment content que ça vous ait plu. Et pour toi, Henri, le futur marié, j'ai gardé le plus difficile, mais aussi le plus beau, la Cordillère des Andes. Un passage par semaine, avec des pics à plus de 6000 mètres. Mais rien qui devrait effrayer un gars comme toi. Tu peux compter sur moi, Jean. Et pour toi, quel projet? Je rentre à Toulouse, les enfants. Dora me confie une mission d'envergure. L'Atlantique Sud, enfin. C'est le dernier obstacle à franchir pour que le courrier soit totalement acheminé par avion. Même si jusqu'à présent, tous mes projets de traversée ont échoué. J'ai eu beau écrire à toutes les instances, à part des promesses et des encouragements, il ne s'est jamais rien passé de concret. Et maintenant, le gouvernement interdit toute traversée par appareil terrestre. Alors, puisque l'avion est interdit, j'utiliserai un hydravion. Un modèle sur la base du AT-28 est en projet, et je rentre justement participer aux essais pour la traversée de Dakar à Natal. Je suis vraiment content pour toi, Jean. Bon, messieurs, c'est pas que je m'ennuie ici, mais ça manque franchement de jambes féminines. Et je compte bien profiter de mon dernier mois en Argentine. Alors, direction, la Casa Rosa. Henri, tu nous attends dans le vestiaire. Aïe! Messieurs, c'est le grand jour. Mermoz, d'Abri, Gimier, l'école demain, le Saint-Louis du Sénégal, à bord du Comte de Lavaux, et 130 kilos de courrier pour la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud. Ça va être l'heure de réussir. Mermoz réussit toujours. En raison du caractère exceptionnel de cette traversée, M. Bouillou-Lafont m'a demandé d'aller accueillir l'équipage à Natal. Je décolle ce soir avec Négrin et 2 journalistes brésiliens. Messieurs, mettez le champagne au frais, à la gloire de l'aéropostale. Bon vol, monsieur Poireville. Le 14 mai 1930, l'équipage du Comte de Lavaux, Mermoz, Abri et Gimier ont réussi la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud. Ils ont survolé les 3173 km de l'océan en 21h14, malgré le terrible passage du poteau noir et la perte de leur antenne, arrachée par une vague alors qu'ils volaient entre 500 et 10 mètres d'altitude au-dessus des flots. Le courrier, parti le 10 mai de Paris,
n'aura mis que 5 jours pour rejoindre Santiago du Chili. La compagnie aéropostale vient de poser les bases de la plus grande ligne postale du monde à la gloire des ailes françaises. Comment c'est arrivé? La météo, Jean. Au large de Montevideo, la visibilité était nulle sur toute la côte. Les grains cherchaient des repères au sol, mais la brume était tenace. Alors il est descendu. Toujours plus bas. Il n'a pas vu la surface de l'eau. Il n'y avait que 2 ceintures de sauvetage alors. Alors ils les ont laissées aux passagers. Prunetta, le radio, s'est laissé couler avec l'avion. Les grains et Pranville ont essayé de nager, mais ils étaient trop loin de la côte. Un seul des passagers a survécu et c'est lui qui a raconté le drame. Alors nous devons réussir la traversée retour. De Natal à Dakar. Afin qu'il ne soit pas mort pour rien. Tout se passerait bien s'il y avait du vent ici, monsieur. Déjà 37 tentatives de décollage, sans succès. Toujours le même problème avec le flotteur gauche qui enfourne et ce risque de faire un cheval de bois. Oui. Oui, j'ai fait embarquer le courrier par bateau. Mais croyez bien que j'ai fait la mort dans l'âme. Et vous pouvez compter sur moi pour être fin prêt pour la prochaine traversée à la lune de juillet. C'est Mermoz? Non. Pas toi, Henri. Pas toi. Tu avais disparu depuis presque 1 semaine maintenant, dans cet hiver des Andes. 5 jours durant, nous fouillâmes, Delay et moi, cet amoncellement de montagnes. Mais nos 2 appareils ne suffisaient guère. Il nous semblait que sans escadrille, naviguant pendant 100 ans, n'eussent pas achevé d'explorer cet énorme massif. Nous avions perdu tout espoir. Et lorsque de nouveau je me glissais entre les murs et les piliers géants des Andes, il me semblait non plus te rechercher, mais veiller ton corps en silence dans une cathédrale de neige. Oh la vache! Hé! Antoine, Guillaume est vivant. Quoi? Il a été retrouvé par un berger dans un village perdu au sud de Mendoza. Je pars le chercher. Alors Antoine, on n'a pas de carte de la région. Vache. Ah, vache. Ne pleure plus, mon ami. Tu es sauvé maintenant. Tout va bien. C'est la joie, Antoine. Là-haut, je n'ai pas été faible. Je te le jure, Antoine, que là-haut, je n'ai pas pleuré une seule fois. Je sais, Henri. Je sais. Tout est fini maintenant. Tout va bien. « 40 minutes après avoir décollé, j'avais atterri le long d'une route, ayant reconnu à je ne sais quoi, cette voiture qui tournait je ne sais où du côté de San Rafael. C'était une belle rencontre. Nous pleurions tous. Nous t'écrasions dans nos bras vivants, ressuscités, auteur de ton propre miracle. Aidez-moi! Tu avais donc marché 5 jours et 4 nuits pour accomplir ce miracle des Andes. Et quand tu glissais dans la neige, il fallait te redresser vite, afin de n'être point changé en pierre. Et pour avoir goûté après la chute
1 minute de repos de trop, tu devais faire jouer pour te relever des muscles morts. Mais que restait-il de toi, Guillaume? Nous te retrouvions bien, mais calciné, racorni, rapetissé, comme une vieille femme. Les draps blancs coulaient sur toi comme un baume, mais ils ne te guérissaient pas. Tu étais encombré de ce corps courbattu, sans parvenir à le loger dans le sommeil. J'observais ton visage noir et tuméfié, semblable à un fruit blette qui aurait reçu des coups. Tu étais très laid et misérable, ayant perdu l'usage des beaux outils de ton travail. Tes mains à elle demeuraient gourdes, et quand pour respirer, tu t'asseyais sur le bord de ton lit, tes pieds gelés pendaient comme 2 poids morts. Yo soy aviador. Yo soy el aviador. Perdido aviador. Tu n'avais pas terminé ton voyage. Tu haletais encore. Et quand tu te retournais contre l'oreiller pour chercher la paix, alors aussitôt une procession d'images que tu ne pouvais retenir se mettait en branle sous ton crâne. Tu reprenais 20 fois le combat contre des ennemis qui ressuscitaient de leur sang. Non. Alors comme une mère, je t'ai éveillé, comme une mère aurait veillé son enfant malade. Tu sais, Antoine, Ce fut ta première phrase intelligible, celle d'un admirable orgueil d'homme. ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. C'était la plus noble phrase que j'eusse jamais entendue. Une phrase qui situe l'homme et qui l'honore. Tu me disais aussi que dans le froid et la neige, on perd rapidement tout instinct de conservation. Et qu'on souhaite qu'une seule chose, s'endormir. Je le souhaitais vraiment, tu sais, Antoine. Mais je me disais, si ma femme croit que je vis, elle croit que je marche. Mes camarades croient que je marche. Alors je suis un salaud si je ne marche pas. Et je me disais que si on parlait son courage à Guillaume, eh bien il hausserait les épaules. Mais nous le trahirions aussi en célébrant sa modestie, car il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre. En fait, le vrai courage de Guillaume est avant tout un effet de sa droiture. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui-même, responsable du courrier, responsable des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur joie et leur peine. Responsable un peu du destin des hommes. Je dois te retrouver, ma vieille. Noël a dû avoir si peur pour toi. Tu sais que j'ai bien failli descendre à Mentosa pour fêter tes retrouvailles avec vous tous. Alors je faisais embarquer le courrier par bateau. Le vent s'est enfin levé à l'ouest. Du coup, on a fait le plan en express et on a décollé plein est. Sauf que le moteur n'a pas supporté les 53 tentatives de décollage. Au petit matin, l'huile pissait partout dans l'habitacle et j'ai dû amerrer en urgence, à 800 km de Dakar. Heureusement, la TSF nous a permis de localiser un navire, mais il était trop tard pour sauver l'appareil. Ouais, mais quelle maîtrise! Plaquer un hydravion sur le creux d'une vague de 3 mètres en plein océan et sauver le courrier, chapeau l'artiste. Et pour continuer la série noire, une semaine après mon mariage avec Gilberte, je faisais l'essai du nouveau T-28 de Grand Raid pour préparer l'Atlantique Nord. Eh bien, l'avion s'est littéralement désintégré en plein vol. J'ai eu la vie sauve grâce au parachute. C'était pas encore le grand jour. Mais tout ceci n'est qu'anecdotique. Apparemment, les entreprises bouillues à fond ont subi de plein fouet la crise financière de 29. La compagnie, l'Aéropostale, sera en cessation de paiement. Tu sais pourquoi le ministre nous a convoqués? Certains disent que le patron aurait dilapidé ses capitaux pour sauver la ligne, en attendant que l'État lui renouvelle ses subventions. Le gouvernement parle même d'arrêter la ligne d'Amérique du Sud car elle coûterait trop cher. Tu parles. L'État dépense des milliards en subventions dans les paquebots transatlantiques. Des milliards! Et quand il s'agit d'honorer les 80 millions destinés à la ligne, ils sont aux abonnés absents. C'est foutaise. Leur projet de regroupement de toutes les compagnies françaises dans une société contrôlée par l'État va finir par voir le jour. C'est-à-dire qu'on avait 4 ans d'avance sur la concurrence étrangère.
Je vais demander à retourner faire le courrier sur la cordillère, à la graine qui m'a remplacé. Si je le pouvais, crois bien que j'en ferais tout autant. Mais ma place est ici, pour sauver ce qui peut encore l'être. Et tu peux compter sur moi pour vous rapatrier quand tout ça, ce sera fini. Et Syntex, sa décision est prise? Oui. En renvoyant Dora, ils ont touché le cœur même de la compagnie. Sa démission était irrévocable, mais je ne crois pas que ça les ait dérangés, bien au contraire. Il garde des projets dans l'aéropostale tout de même, enfin dans l'aviation. Oui, il s'est fait embaucher comme pilote d'essai chez Latecware. Il aura en charge leurs nouveaux hydravions et il s'est installé sur la Côte d'Azur depuis son mariage avec Consuelo. Alors, Syntex, pour vous non plus, c'était pas encore grand jour. Pourtant, c'était si facile de le laisser mourir noyé. C'était même plutôt agréable. Presque doux et frais. Un pépin mécanique? Pensez donc. Une grossière erreur de pilotage. J'ai arrondi un peu trop bas et les flotteurs ont enfourné. Le latte s'est retourné et a commencé à couler. Bataille et meilleurs ont réussi à sortir, mais moi je suis resté bloqué. Heureusement, j'ai fini par trouver une petite poche d'air et j'ai réussi à remonter à la surface. Mais ils m'ont repêché à moitié noyé. Promettez-moi de faire plus attention dorénavant. Vous nous devez bien ça. Surtout que j'ai appris que votre dernier roman, Vol de nuit, avait remporté le prix féminin. J'aurais préféré le concours. Et vous? Quelles sont les nouvelles de la compagnie? Mauvaise. Le gouvernement a finalement décidé de mener à bien son projet de regroupement de toutes les sociétés aériennes en une seule compagnie. Ils ont racheté l'aéropostale pour une bouchée de pain. La nouvelle compagnie s'appelle Air France. C'est un joli nom. Il suffira pas à masquer toute leur trahison. Pour ça, ils n'ont pas hésité à calomnier Dora et Bouillou Lafont. Et ça, je leur pardonnerai jamais. Et leur projet? Ils réfléchissent. Vous imaginez, ça fait maintenant 3 ans qu'on a réussi la traversée de l'Atlantique Sud. Et depuis, plus rien. Ils n'ont cessé de me mettre des bâtons dans les roues. Et maintenant, le gouvernement a interdit à tous les aérodromes de France de me livrer plus de 10 000 litres d'essence, des fois que je tente un coup en solitaire. Parfois, je me dis que ça les arrangerait bien que je tombe à la patrouille. Quelle bassesse. Mais ils me connaissent mal. J'ai rencontré un jeune ingénieur formidable, René Cousinet. Et avec son avion trimoteur l'Arc-en-Ciel, la traversée deviendra une formalité. Sauf que le gouvernement et l'administration d'Air France ont accepté qu'on accomplisse un raid sur la ligne. C'est bien. Sauf qu'ils l'ont fait à une seule condition. Le certificat de navigabilité de l'appareil devra voler avec nous par courrier. Comme ça, si on se perd en mer, il n'existera aucune trace de leur accord. Et je leur ferai pas ce plaisir. Ici au Bourget. Des milliers de personnes affluent sur le terrain afin d'assister à l'arrivée de l'Arc-en-Ciel. Ça y est, le voilà. Le grand avion gris se pose. La foule est en liesse. Les gens entourent déjà l'avion alors que les moteurs tournent encore. L'équipage a sorti un drapeau tricolore qui claque dans le vent des hélices. Les moteurs sont coupés. La porte s'ouvre. La large carrure de Jean Mermoz se présente en premier. Il affiche un large sourire. Il lève le bras. Monsieur Mermoz, s'il vous plaît. La ligne France-Amérique du Sud est sauvée. En attendant, Jalon en prend sacrément pour son grain. Qu'est-ce qui lui a appris aussi d'aller fricoter avec des abrutis pareils? Ce colonel de la Roque, c'est vraiment le symbole de la faillite de la dignité humaine. Bien, bonsoir. Ces partis politiques d'extrême droite qui se choisissent de pareil chef doivent vraiment être bien pauvres pour être satisfaits d'un tel chantre. Jeannot, Ça va? comment va? Je viens de m'expliquer avec des jeunes communistes qui s'en prenaient à ma voiture. J'ai eu beau leur expliquer que ma voiture de bourgeois avait donné du travail et des ouvriers pour être construite, ça les a pas calmés. Tiens, oui. Du coup, j'ai fait tomber le veston, puis je suis allé voir le plus costaud. Et je lui dis, et toi, tu poses ton pied de biche tout de suite, ou je te fais tomber les épaules par terre? Et là, un des gars me reconnaît. Il leur dit, mais attendez, Mermoz a tout de même le droit d'avoir une belle voiture. Comme ça, on s'est salué, je suis parti. Je suis pas certain que votre chef, le colonel,
pourrait apprécier cette amitié soudaine avec des bolcheviks. En attendant, j'ai plus de sympathie pour ces jeunes communistes que les petits bourgeois satisfaits du train-train dont va le monde. Sans parler des journalistes et la botte du gouvernement. Bon, ça va, Stico? Il paraît que le jeune marié se déhanche encore pas mal pendant ses escalations de tago. T'as dit ça? Tout se sait. Madame se doute de rien. Tu penses? Elle a bien essayé de me questionner, la mariée, mais je lui ai dit que j'étais bien trop fatigué après mes vols pour aller fricoter. Alors quand elle m'a refait sa crise, je lui ai dit de m'accompagner sur mon prochain voyage. Là, j'ai décollé, plein gaz, et je suis monté très rapidement au plafond de 6000 mètres. Sauf que j'ai oublié de lui brancher son masque à oxygène. Salaud. Je peux vous dire qu'au-dessus de la cordillère, elle n'a pas profité longtemps du paysage, hein. Complètement dans les vapes, à la limite de tomber dans les pommes. Et quand on s'est posé à Santiago, elle a dormi pendant 3 jours. Alors je lui ai dit, tu vois dans quel état ça met les vols en altitude? Et depuis, elle m'en a plus jamais reparlé, elle est même aux petits soins. Quel salaud. Et vous, Syntex? Encore un accident? Un de trop. La TCOR m'a remercié, alors me revoilà à Paris. Mais bon, chez Air France, personne ne paraissait trop empressé à travailler avec un type qui avait pris fait et cause pour Dora et Bouillou à fond. Quelle bande de vaches. Mais ils m'ont quand même proposé au service de propagande. Je vais pouvoir voler à nouveau, afin de promouvoir la nouvelle compagnie partout autour du monde. Delaroque et Mermoz, l'ordre nouveau, le fascisme ne passera pas. Quelle bande d'abrutis, ils ont vraiment rien compris. Vous disiez pourtant que vous ne feriez jamais de politique, que c'est elle qui empoisonne tout. J'ai besoin de servir à quelque chose, c'est pour ça que je me suis engagé au Croix de Feu. Qu'êtes-vous allez vous fourvoyer, Jean? Vous avez lu leurs publications? Ils se servent de vous. Leur programme est avant tout dirigé contre la politique des politiciens. Elle est là, la vermine qui ronge notre société aujourd'hui. C'est avec de tels arguments que Hitler et ses sbires nazis... Qu'est-ce que tu reproches au colonel à la fin, Antoine? Je te signale que Delaroque a refusé que les Croix de Feu s'engagent avec les autres ligues d'extrême droite pour marcher sur l'Assemblée nationale. Merde, Larocque n'est pas un dictateur, Antoine. Je me méfie des gens qui marchent pas. Oui, tu n'aimes pas l'image du chef, on le sait, Antoine. La grandeur de l'homme n'est pas à rechercher, et encore moins à trouver dans de tels cercles politiques. On te fait miroiter une camaraderie qui est trompeuse, Jean. Les Croix de Feu ne sont pas l'aéropostale. Elles n'en atteindront jamais la grandeur. Si un jour on me reproche de faire de la politique, ma seule excuse sera d'avoir essayé de sauver la ligne. Tu sais, Syntex, avec Air France, j'ai cru qu'on allait enfin nous écouter. Nous, les pilotes. Mais maintenant que je suis inspecteur général de la ligne, j'ai vu d'où venait la déchéance. Elle vient de l'incompétence, de la corruption des cabinets ministériels. Il faut qu'on change ça et nous sauverons notre aviation. De tout temps, tous les partis politiques ont usé de cet argument, de la fin et des moyens, parce que c'est l'essence même de la politique. En attendant, Cousine est ruiné, parce qu'Air France a annulé toutes ses commandes d'avions. Et le projet de Paul, avec la Deutsche Lufthansa, il est en passe d'être réalisé. Tu te rends compte, Antoine? Avec l'Allemagne, l'ennemi juré. Il n'y a plus aucun honneur chez nos dirigeants. Mais pas plus qu'il y en a chez ceux qui cherchent à le devenir, Jean. Tu es un intellectuel, Antoine, t'écris de beaux romans, mais tu peux pas comprendre. Ton ami Jeff Kessel est du même Tais-toi. avis que moi. Vous êtes des intellectuels, te dis-je. Avec vos raisonnements, votre scepticisme, vous stérilisez tout. Bon, les amis, on va pas s'engueuler pour ça. Il y a des jugements qui ne peuvent plus me faire de mal, Syntex. Je regarde trop loin devant moi pour ça. Je me retourne que pour les amitiés disparues. Eh, Syntex! Pourquoi ne tenteriez-vous pas de battre le record de vol Paris-Saigon? Il paraît que le ministère de l'Air offre 150 000 francs à qui réussira. C'est une idée qui me plaît. Pilotée pour moi, pour le simple plaisir du vol. Alors je lève mon verre à 1935 qui s'achève et à nos succès pour 1936. Voyez-vous, Syntex, il ne reste plus grand-chose à conquérir en aviation commerciale. L'Atlantique Sud est une question de quelques mois, et l'Atlantique Nord, de 2 ou 3 années. La sécurité complète viendra vite, et
Nous, les pilotes, deviendrons semblables à des conducteurs d'autobus. L'ère des aventuriers va laisser place à celle de l'administratif et des fonctionnaires. Notre temps est révolu. Tu sais, Syntex, parfois je ne voudrais jamais redescendre. Ne mourir qu'en avion. Même bêtement contre un arbre, comme ce pauvre Étienne. As-tu eu peur parfois, Jean? Jamais. La peur, la vraie, je l'ai connue lorsque je dormais sous les ponts de Paris, après l'armée, que je pensais ne plus jamais pouvoir voler. Moi aussi. Ma plus grande hantise serait de ne jamais plus voler un jour. Tu te souviens d'Éloisville? C'était un bon camarade. Un pilote d'un cran exceptionnel. On s'est souvent porté secours sous les balles des pillards en Afrique. Puis après, je suis allé en Amérique et il nous y a rejoints. Il y a travaillé comme un lion. Jusqu'au jour où il en a eu assez. Il voulait pas partir trop vite, parce qu'à la fin, on y passe tous, qu'il disait. Je l'avais perdu de vue. Il y a 3 jours, il m'a fait chercher. Je l'ai retrouvé dans une clinique, en train de mourir d'un cancer du foie. Avec ses dernières forces, il m'a dit « Jean, c'est toi qui as raison. On ne doit pas mourir dans un lit. » Syntex, regarde, le soleil se lève. C'est l'heure où à Dakar, Dans notre malheur, nous avons eu la chance de percuter le sol à l'horizontale et de glisser 200 mètres sur le sable. Nous n'avions rien, ni vêtements chauds, ni radio, seulement quelques oranges. Alors nous sommes partis vers l'est, comme mon ami Henri Guillaumet dans les Andes. Et pendant nos 3 jours de marche, j'ai découvert que rien n'était intolérable. Ni la soif, ni la chaleur et les délires. Quant au 3e jour, un chamelier nous apparaît, qui nous recueille et nous désaltère. Alors à toi, qui nous as sauvés, Édouard Louis, je voudrais dire que tu resteras à jamais gravé dans ma mémoire. Tu ne nous as pas dévisagés, et pourtant tu nous as reconnus. Tu es le frère bien-aimé. Je ne me souviendrai jamais de ton visage, mais tu es l'homme, et à mon tour, je te reconnaîtrai dans le visage de tous les hommes. Tu vois, Henri, j'ai bien fait de me battre, parce que maintenant il n'est plus question d'accord avec les Allemands. La partie est gagnée sur la ligne d'Amérique du Sud, et le courrier devient hebdomadaire sur l'Atlantique Sud. Tout le monde n'a pas ta force de conviction, Jean. Si tu me le permets, j'aimerais utiliser ton téléphone. Téléphone dans le vestibule, oui. Je vais appeler Air France, Renault fait la traversée avec Ponce aujourd'hui, et on va savoir s'ils sont arrivés. Ils n'ont plus donné de nouvelles depuis 15h10 environ. C'était à côté du rocher Saint-Paul. Leur dernier message radio annonçait un ciel entièrement couvert sans aucune visibilité. Ils volaient à 150 mètres d'altitude. Ce n'est pas possible. Colno était comme un frère pour moi. Il aurait dû mourir qu'avec moi. Le destin était injuste en divisant notre équipage. Il avait prévenu. Il nous avait prévenu qu'on finirait tous par y passer sur ces hydravions de malheur. Pour la sécurité, il faut des avions rapides, qui volent de jour. Pas ces corbillards qui s'y traînent pendant plus de 20 heures. Il y a trop d'intérêt au ministère et à Air France. Trop d'intérêt. Déjà 2 accidents cette année, à chaque fois avec un hydravion. Tu devrais leur dire, Henri.
C'est très bien que les conflits, c'est pas ma tasse de thé, Jean. Tu es bien trop discipliné, Henri. Ce sont des gens qui obéissent sagement comme toi. Il faudrait bien que les choses changent. Personne n'est indispensable. Avec ces nouveaux Laté 301, le vieux Lachique a encore décidé de faire des économies sur la vie de ses équipages. Je veux bien tout risquer. Même sur une brouette. Mais à condition qu'elle soit solide. Laissez-moi vous présenter le vice-président de la Fédération nationale du parti. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Jean Mermoz. Merci. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais fait de politique et que je n'aime pas cela. Seule la question sociale m'intéresse. C'est pourquoi j'entre aujourd'hui au Parti social français. Bravo! Parce que je crois en son engagement envers notre chef, le colonel Delarocque. Voyez-vous, moi j'aime l'image du chef. Je ne connais que le chef. Et Dieu sait que dans notre métier, il a son importance. Il a un rôle capital vis-à-vis des hommes qui l'encadrent. Voyez-vous, un équipage d'avion est semblable à notre société. Car malgré leurs divergences, le seul but commun de cet équipage sera de mener sa mission à bout. Le chef commande et la masse suit. Mais aujourd'hui en France, nous crevons de manque de chef. Et lorsqu'enfin nous en avons un, nous passons notre temps à le critiquer. Alors moi je vous dis, ne critiquez pas votre chef, suivez-le. Moi j'ai connu la captivité chez les morts, l'étreinte de la cordillère des Andes, la panne dans l'Atlantique Sud, mon avion qui s'est désintégré en plein vol. Que pourrais-je connaître d'autre, me demanderez-vous? Je passe pas mon temps à me poser ces questions. Je me dis simplement que la vie est belle et bonne à vivre. Que bien malheureux sont ceux qui n'ont pas, comme moi, l'amour de leur métier. Lorsque j'ai démarré sur la ligne, nous étions 18 jeunes voués à son succès. De ces 18, il n'en reste que 4. Et tous ceux qui manquent sont morts pour que la ligne vive. Mais aujourd'hui, certains seraient prêts à la sacrifier sur l'autel de la finance et de la coopération avec un pays ennemi depuis toujours. Mais si certains se sentent prêts à brader la ligne, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils trouveront face à eux une opposition patriotique contre leurs accords qui trahissent tous nos disparus. Car vous comprenez bien que pour nous, leurs voix ne se sont pas tues. Non. Elles commandent. Bravo! Bravo! « 7 décembre 1936. 49e courrier, France, Amérique du Sud. Appareil, la TQR 300, type Croix du Sud. Alors, te voilà sur la ligne? J'habite à Dakar, Jean. Merci. J'ai décidé de me refaire une saison sur l'Atlantique. Paris me devenait un peu fatigant. Et je dois retrouver cousine à Rio. Quel est le programme? Vol sur la Croix du Sud, 280 kg de courrier, les gars ont dû finir le chargement. Qui est en second pilote? L'Anata, un nouveau, c'est ça pour la traversée. Non. Non, j'aime mieux un ancien, j'aurai pas le temps de faire les essais à Natal. Qui d'autre est disponible? Pichaudou, 38 traversées, c'est le meilleur sur la ligne, tu ne pourras pas mieux. Très bien. Allez Henri, on se voit à mon retour pour fêter mon anniversaire. 35 ans. Et embrasse Noël de ma part. Je n'y manquerai pas.
L'hélice du moteur arrière gauche refusait de passer sur le régime de croisière, j'ai préféré faire demi-tour. Toujours la même histoire avec ces nouveaux moteurs hispanos. Quel autre appareil est disponible? On n'a rien, genre le Foreman Ville de Mendoza est en révision des C'est moteurs. pas vrai ça, mais rien changera donc jamais. Des promesses, des discours, ils savent faire, mais pour nous fournir des appareils en état de voler, il n'y a jamais personne. Combien de temps avant qu'ils soient disponibles? Même en remontant les moteurs en l'état, ça prendra la journée. Alors on va tâcher de réparer la Croix du Sud comme on pourra. Allez les gars, le courrier est déjà trop attendu. Cité à l'ordre de la nation. Jean Mermoz. Commandeur de la Légion d'honneur, inspecteur général, pilote de la compagnie Air France. Sublime figure d'aviateur, une valeur morale et professionnelle hors pair, il a fait de son nom un symbole et de sa carrière une longue suite d'exploits par la grandeur de ses actes. Porté disparu avec l'équipage de la Croix du Sud, dont il était le chef de bord en accomplissant sa 24e traversée de l'Atlantique Sud sur la ligne postale qu'il avait été le premier à tracer. Entre de plein pied dans la légende et s'inscrit parmi les héros les plus purs de l'aviation française. Mon cher grand, comme nous t'appelions, tu englobais tellement la sympathie, la tendresse, la profonde amitié que nous avions pour toi. Ton grand cœur et ta loyauté te faisaient rapidement aimer de tout ce qui t'approchait. Ton courage grandissait avec ta gloire. Ton âme de chef s'imposait de plus en plus à tous. Et puis brusquement, plus rien. La mort t'avait conquis à son tour. Je ne sais pas si tu as eu le temps, tellement ta chute dut être brève, de revêtir ton masque de combat dont parlent tous ceux qui ont volé dans les moments difficiles avec toi. Ton visage creusé, projeté en avant, telle une figure de proue, et dont seuls les yeux vivent intensément le moment. Cette mort, Jean, je sais que tu l'as tellement désirée, mais elle est tellement prématurée. Aujourd'hui, ton corps meurtri repose au fond de la grande houle, bercé par la grande houle. C'est un tombeau digne de toi. Mais je sais que le ronronnement d'un moteur d'avion te manquera jamais. Au revoir, Jean, mon frère. Je sais d'avance que je ne trouverai pas les mots pour exprimer toute la force de mes sentiments. Depuis que je l'ai connu au régiment, nous ne sommes pour ainsi dire plus quittés. Toulouse, l'Espagne, le Sahara, la Cordillère, l'Atlantique Sud. Que de souvenirs communs et tant de chemins parcourus ensemble. Mon admiration pour lui était sans borne. Mon amitié sans limite. Ma confiance absolue. Combien de fois ne m'a-t-il pas rassuré, rien que par son unique présence? On dit souvent que le temps arrange les choses, mais je suis si cruellement frappé par son absence que je ne pense pas que le temps atténuera mon chagrin. Même si je sais qu'il a eu la fin qu'il souhaitait. Lui qui répétait toujours que pour nous, l'accident était de mourir dans un lit. Et aujourd'hui, mon unique consolation sera de continuer son œuvre. Parce qu'il faut, maintenant qu'il n'est plus là, nous serrer davantage les coudes, si nous voulons conserver intact tout le patrimoine qu'il nous a laissé. Il nous a donné de si belles leçons. Saurons-nous en être dignes?
Lequel d'entre nous n'a point connu ces espérances de plus en plus fragiles? Ce silence qui empire de minute en minute comme une maladie fatale. Nous espérions. Puis les heures se sont écoulées. Et peu à peu, il s'est fait tard. Il nous a bien fallu comprendre que nos camarades ne rentreraient plus, qu'ils reposaient dans cet Atlantique Sud dont ils avaient si souvent labouré le ciel. Mermoz, décidément, s'était retranché derrière son ouvrage, pareil au moissonneur, qui, après avoir lié sa gerbe de blé, se couche dans son champ. Mermoz nous manque déjà. Mais comment ne durerait-il pas encore parmi nous? Lui qui, d'un bout à l'autre de la ligne, de Toulouse à Santiago du Chili, nous a donné l'exemple. Lui qui nous a montré de quel sourire pouvait bien s'éclairer après la lutte et la victoire, un visage d'homme. Je me souviens d'une nuit à Paris où Mermoz et moi nous nous sommes retrouvés au petit jour, écœurés d'avoir tant parlé et tant bu. Et comme le ciel se faisait déjà pâle, il m'a brusquement pris le bras et m'a dit « Tu vois, c'est l'heure où à Dakar, c'était l'heure où les mécanos se frottent les yeux et retirent les housses des hélices. L'heure où les pilotes consultent la météo. L'heure où la Terre n'est plus peuplée que de camarades. Rien. Rien, jamais, ne remplacera le compagnon perdu. Rien ne vaut le trésor de tas de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliation, de mouvements du cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là. Ainsi va la vie. Les camarades, un à un, nous retirent leur ombre. Mais il faut pourtant nous faire à l'avarice des morts. Henri! Je suis content que tu aies réussi à te libérer. Antoine, putain, c'est plutôt moi qui ai peur que tu ne viennes pas. Un jour, tu vas vraiment finir par rater ton embarquement, tu sais. Le Normandie, l'Amérique. Je te souhaite d'en profiter plus que dans une chambre d'hôpital, Antoine. Justement, je vais profiter du voyage pour revoir un chirurgien pour m'a fracturé lors de mon dernier accident à Guatemala City. New York, c'est le début de la célébrité, Antoine. Tu dois être content, non? Tu sais, à choisir, je préférais que l'on me fournisse un avion. Car si je ne vole pas, je ne peux plus écrire. Bon, et toi, Henri, c'est pour quand? Mercredi, nous décollons du Biscarrosse sur le nouvel hydravion géant Latécoère. Si tout se passe bien, nous vous recevrons lors de la deuxième étape et je serai là-bas 2 jours avant toi. L'Atlantique Nord. Enfin. Dommage que j'en ai pas pu voir ça. C'est lui qui a dû faire cette première traversée. Lui qui nous ouvrait toujours la voie. Ça lui tenait tellement à cœur l'Atlantique Nord. Il serait fier de toi, Henri. Tu sais, Antoine, je sens désormais comme une charge plus lourde sur les épaules. Une responsabilité plus grande. Comme s'il était venu pour moi le moment de prendre le commandement. Un peu comme au combat quand le chef tombe. Allez, bon voyage, Antoine. Je passe dans l'Amérique. Au revoir, Henri. À très vite. Oh, j'oubliais. Antoine, tu vas rater le marquement. Antoine. Tiens, Henri, la première édition de mon dernier livre, Terre des Hommes. Merci. Allez, sur toi, ils vont retourner les passerelles. Et n'oublie pas que je compte sur toi, hein, pour m'accompagner sur le vol retour. Le 14 juillet 1939.
Guillaumet, mon camarade. Je te dédie ce livre. D'abord, taisez-vous! Vous aviez obligation d'obéir aux ordres et d'emprunter la route à l'est. Quant à vous, Guillaumet, hors de question d'envisager un autre itinéraire, est-ce que c'est bien clair? Oui, monsieur. Allez dans le bureau du chef, là, pourquoi? Hier, quand nos arbristes sont remontés de Bizerte, ils ont complètement dévié leur route le long de la côte tunisienne avant de remonter plein nord à travers la Méditerranée. Bah alors, c'est quoi le problème pour cette vache? Dabri me conseille d'en faire autant ou bien de décoller de nuit. Un convoi anglais cherche à ravitailler Malte et les Italiens leur ont envoyé un comité d'accueil bien salé. Ces salopards de traite de vaches, là, qui retournent manger leur mozzarella avec leur duce. En attendant, ce sont eux qui ont dicté les conditions d'armistice. Alors obéissons et tout se passera bien. Toujours aussi discipliné, monsieur en rien. Et tu crois qu'il y a des risques? Il y a toujours des risques quand on pilote, non? Mais notre plan de vol a été communiqué aux autorités italiennes et notre avion civil est parfaitement reconnaissable alors. Des colis? Le préfet Chiappe et son secrétaire. Chiappe? Cette espèce d'épouvantail à moineau? Lui-même, mon garçon. Il a été nommé haut commissaire aux affaires françaises du Levant. Alors direction Beyrouth, son vol spécial d'Air France avec escale à Tunis. Tu dis un météo? Temps dégagé sur toute la Méditerranée. Les conditions idéales pour un petit séjour au soleil. J'espère que t'as pris ton maillot, mon grand. Toujours. Donc vol en ligne droite jusqu'au sud de la Sardaigne, puis éviter tant que possible le secteur de Malte. Vol de routine? Allez, il faut son patron, monsieur le préfet. Tu parles, quelle vache. Et ouais. Mermoz et tout l'équipage de la Croix du Sud. Toi qui avec 3 feux d'essence nous ouvrais la voie. Jean. Mon insupportable ami. Il y a tant de choses dont nous n'avons jamais parlé. Et maintenant, toi Henri, le frère que je m'étais choisi. Et toi Marcel. L'éternel enfant. Henri, j'avais encore si souvent besoin de toi. Guillaumet est mort et ce soir, il me semble que je n'ai plus d'amis. Je ne le plains pas. Je n'ai jamais pu plaindre les morts. Mais sa disparition, il va me falloir longtemps pour l'apprendre. Et je suis trop lourd de cet affreux travail. On vieillit donc si vite. Je suis le seul qui reste de l'équipe Casablanca-Dakar. Tous ceux qui sont passés par là sont morts ou disparus. Et je n'ai plus personne sur Terre avec qui partager de souvenirs. Et d'Amérique du Sud. Plus un seul. Plus un. Je n'ai plus aucun camarade au monde à qui dire te souviens-tu. Je croyais que cela n'arrivait qu'aux très vieilles gens d'avoir semé sur le chemin tous leurs amis. Tous. Ma décision de venir aux États-Unis a été difficile à prendre. Je n'avais plus rien à faire dans la France de Vichy. Et j'ai le sentiment d'avoir abandonné mon pays et mes camarades. Sur les 23 équipages de mon groupe, 17 ne sont parvenus dans mission. Ils ont fait preuve de courage et j'en témoignerai dans mon prochain livre. C'est en racontant ce que vous avez vécu que vous savourez votre pays. Vous savez, les Américains aiment beaucoup les héros. Nous avons perdu la bataille de France, mais nos alliés gagneront la guerre. Moi, je crois à la victoire, car je crois aux vertus d'une tradition spirituelle. Votre dernier livre, Flight to Arras, Pilote de guerre. Pilote de guerre, est un véritable succès. Les Américains ont été bouleversés par votre récit et il n'est certainement pas étranger à notre engagement dans la guerre en Europe.
Je rêve maintenant de passer de nouveau à l'action. Alors pourquoi ne prendriez-vous pas publiquement parti pour le général de Gaulle? Si l'on combat le national-socialisme en Allemagne, ce n'est certainement pas pour l'instaurer en France. Vous savez, j'étais en Espagne pendant la guerre civile. Et croyez-moi, un militaire au pouvoir, ça s'appelle une dictature. Et écrivez-vous en ce moment? Je me force. C'est un conte pour enfants. Une rencontre entre un enfant et un pilote tombé du ciel. C'est une idée qui m'est venue dans le désert de Libye lors de mon accident il y a 6 ans. Cet enfant, je le porte dans mon cœur depuis des années. Nous partageons le même univers, celui des étoiles. Un univers fait de solitude et d'exil. Un peu l'histoire de la rencontre avec l'enfant que vous avez été? Je n'ai jamais voulu grandir. Chacun de nous porte en lui l'enfant qu'il a été. Hélas, certains l'oublient et se prennent bien trop au sérieux. Alors que dans la vie, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Que vous a répondu ce général à qui vous avez écrit le mois dernier? Il me dit qu'à 42 ans, je suis trop âgé pour voler et qu'en plus je suis handicapé. Mais l'exil me pèse et je ne supporte pas que l'on me traite de lâche. Alors j'ai tout de même réussi à me faire réintégrer dans l'armée. Je vais rejoindre mon groupe de reconnaissance 233 en Algérie, avec le grade de commandant. Je repars communier avec l'ennemi, afin de protéger la qualité des choses que j'aime. Car ma conviction est que l'on ne peut plus vivre sans poésie, sans couleur, sans amour. Le ciel vous manque, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai plus d'endroit où déplier mes branches. L'aéropostale, c'était l'allégresse. Vous n'imaginez pas comment c'était grand. Une civilisation à part, où les hommes pouvaient se sentir meilleurs qu'ailleurs. Tous unis vers un but commun. Un but qui les rendait encore plus grands. Et plus nobles. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Commandant, vous avez une demi-heure de retard. La guerre dure depuis 5 ans maintenant, lieutenant. Elle peut bien attendre encore un peu, non? Écoutez, commandant, cette mission de reconnaissance sur Annecy n'est pas une promenade du dimanche. Même pour un pilote aguerri comme vous. Ne le prenez pas à la légère. Vous savez, lieutenant, j'ai déjà tout connu. La panne, l'accident dans le désert, l'attaque des chasseurs allemands, l'incendie en vol et même la noyade. Que pourrait-il m'arriver de plus? Et puis je connais cette région depuis ma plus tendre enfance. À votre retour de mission, l'état-major doit vous fournir des renseignements hautement confidentiels sur le prochain débarquement en Provence. On ne pourra plus prendre le risque que vous ayez un accident et que vous soyez fait prisonnier. Alors voilà, c'est fini. Ainsi, plus jamais je volerai. Plus jamais je me retrouverai là-haut avec eux. Marcel, Henri, Jean et tous les autres. Les amis que je m'étais choisis. La guerre sera bientôt finie. On retrouvera une place de pilote. Non. Plus aucune compagnie ne voudra me faire voler. Trop vieux, trop lourd, trop cassé. Trop distrait. Dites pas ça. Et là, il y a un sujet. J'ai retrouvé votre gourmette. Vous ne l'avez pas perdue. Elle était sous vos papiers. Merci. Si vous saviez comme j'y tiens. C'est ma femme, Consuelo, qui m'a offerte avant mon départ de New York. Décollage de Borgo,
à 8h30 pour mission de reconnaissance à très haute altitude. Cap au nord-ouest au-dessus de la mer, puis pénétrer en zone occupée sur l'axe Toulon. 20 000 pieds d'altitude, déclencher la caméra. Le château d'Aguet. Retour sur mon enfance. Gabrielle, petite sœur adorée. Remonter la vallée du Rhône entre 27 et 30 000 pieds. Grenoble, sur la droite le Vercors. Caméra 2, contrôler l'oxygène. Lyon. Saint-Maurice de Raymond, notre château. Paola, si douce servante. Et toi, François, mon petit frère. Tu avais 17 ans quand tu nous as quittés. J'aimerais tant que tu sois encore là, François. En Berlue. Un pieux mensonge pour mon premier vol en aéroplane. J'avais 12 ans. Si longtemps déjà. Remonter sur Mâcon, contrôler le niveau de carburant, réguler l'alimentation d'air. Le Jura. Bientôt Saint-Amour. Te souviens-tu, Léon Wörth, de ce déjeuner en bord de Saône? C'était si agréable de le partager avec vous. Puis ce sera le retour. Le Rhône, le bleu de la mer, comme les yeux d'une femme que l'on choisit. La dernière. Puis la Corse. Retour de mission à 11h30. L'équipe récupère les films. Un dernier regard sur l'appareil. Gavoy m'allumera une cigarette et j'y ferai mon rapport. Et alors tout sera fini. Mais si je ne reviens pas, je ne regretterai rien. La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier.